Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Au sommaire, le triomphe de Narendra Modi en Inde. Enfant, il était un petit vendeur de thé, aujourd'hui parmi les plus puissants dirigeants de la planète. La victoire électorale de Modi est aussi celle des nationalistes hindous. La démocratie indienne est-elle en danger? Le Cachemire, pomme de discorde, nous retournerons aux origines de ce conflit qui oppose l'Inde et le Pakistan depuis plus de 70 ans. Enfin, notre rubrique ce jour-là, les images impressionnantes des funérailles de la première ministre Indira Gandhi. C'était en 1984. C'est donc lui, Narendra Modi, qui va présider aux destinées de l'Inde pour 5 ans encore. Et ce n'est pas une mince affaire. 1,3 milliard d'habitants. Chaque mois, 1 million de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et 300 millions de pauvres qui se débrouillent avec moins de $2 par jour. Narendra Modi et le Parti du peuple indien ont donc triomphé dans ces élections. Le BJP a remporté la majorité des sièges au Parlement au terme d'une campagne populiste qui a joué sur les peurs des Indiens, peur du terrorisme, de l'islamisme, peur imaginaire d'une domination des musulmans. Les musulmans qui ne représentent que 14% de la population, mais 14% à l'échelle de l'Inde, ce sont tout de même 170 ou 180 millions de fidèles. À l'image de Trump, de Bolsonaro au Brésil, de Duterte aux Philippines, on pourrait aussi citer Erdogan, Narendra Modi s'inscrit dans la lignée de ces dirigeants nationalistes et populistes portés au pouvoir par un vote démocratique. Comment a-t-il fait pour séduire à la fois les classes moyennes et les paysans les plus pauvres? Portrait, Mélanie Ohayon. C'est lui l'homme fort de la plus grande démocratie du monde. Narendra Modi, 68 ans, triomphal à New Delhi. L'Inde couleur safran lui confie à nouveau les rênes du pays. J'ai toujours dit que cette élection n'était pas menée par la majorité, ni par les politiciens, mais par la population de ce pays. Pour ses partisans, il incarne tout à la fois. Le gardien de la nation hindoue, le guide politique, l'homme du peuple qui a réussi et le rempart face au terrorisme. Au lendemain de l'attaque, fin février, qui a tué 41 paramilitaires indiens au Cachemire, Modi utilise l'attentat comme argument électoral. Je veux dire aux groupes terroristes et à leurs maîtres qu'ils ont commis une grosse erreur. Ils vont devoir payer le prix fort. Narendra Modi renforce son discours sécuritaire et nationaliste. Il s'impose en gardien du peuple hindou face à la menace de l'islam. Ainsi, il fait honneur aux penseurs du RSS, groupe nationaliste paramilitaire hindou dans lequel il a fait ses classes. Car c'est bien sur cette image de gardien du peuple, le Chowkidar, que Narendra Modi a construit son mythe. Sur cette image qu'il mise dans ses clips de campagne. Et dans ce biopic à sa gloire, interdit durant la campagne électorale. Le mythe Modi, c'est aussi l'histoire du modeste vendeur de thé devenu Premier ministre, sans cesse idéalisé. Partout, Modi promeut le rêve indien, en meeting géant, en affiche XXL, sur les réseaux sociaux, en rockstar à Wembley devant la diaspora. Chaque semaine, il s'adresse au peuple indien dans sa propre émission radio. En hologramme 3D, au temple, en maître yogi, Modi est partout, des hypercentres aux campagnes reculées. Il sature l'espace médiatique. Il parle à tous les Indiens. Nous travaillons pour créer une Inde puissante et prospère, autonome et inclusive. Et toujours une communication sur mesure. Modi promet du travail aux jeunes, de l'aide aux plus démunis, une politique ultralibérale aux entreprises. Il peut compter sur ses talents d'orateur et sur cette barbe blanche, rassurante. Il veut faire de l'Inde la 3e puissance économique du monde. Bonjour Sylvie Guichard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Géopolitis. Vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève et vous avez mené une partie de vos recherches en Inde, précisément sur la question du nationalisme. C'est un véritable triomphe qu'a remporté Modi dans ces élections. Comment l'expliquez-vous? Alors, c'est vraiment un triomphe des émotions sur les arguments, sur le bilan économique de Narendra Modi qui était très mitigé. Toute la campagne a fait appel à l'émotionnel,
à l'identité hindoue d'un électorat indien qui est à 80% hindou, mais Modi a fait appel au nationalisme hindou, à ce nationalisme qui mêle fierté nationale et religion. Alors, c'est la victoire d'un parti, le Bharatiya Janata Party, de Modi, mais c'est surtout la victoire d'un homme, Modi, avec un charisme exceptionnel. On voit les images. Modi est un communicant politique. Il a cette voix, l'entrain, il sait mobiliser son audience. Mais il ne faut quand même pas oublier que, selon les estimations de certains instituts de recherche, 7 milliards auraient été engagés dans la campagne. Une somme immense de manière générale et pour des élections en Inde également. Donc ce charisme est construit par toute une machine politique derrière Narendra Modi. Oui, parce que son parti, c'est une machine à gagner des élections. C'est devenu ça. Oui, c'est devenu ça. Son parti s'est étendu. Au départ, le BJP gagnait les voix au nord et à l'ouest de l'Inde. Là, on voit qu'il s'est étendu dans toute l'Inde, mais aussi parce qu'il a su s'implanter dans les États dans lesquels il était traditionnellement peu présent. Il a su s'adapter aux thèmes régionaux pour, dans cette élection nationale, gagner des voix dans tout le territoire de l'Inde, y compris dans des États où il était traditionnellement absent, comme le Bengale occidental. Puis vous l'avez dit, alors c'est une campagne qui a été menée sous la bannière du nationalisme hindou. C'est assez différent de sa précédente campagne. Oui, en 2014, Narendra Modi a joué. Alors, il est arrivé sur la scène nationale comme le ministre en chef de l'État du Gujarat. Qui est un État riche. Qui est un État riche, avec une économie qui fonctionne bien, qui fonctionnait déjà bien avant que Narendra Modi devienne ministre en chef en 2001. Et en 2014, il a peu fait appel à tout le discours nationaliste hindou, qu'il a à dessein voulu peu mobiliser, parce qu'il avait plutôt quelque chose qu'il voulait faire oublier, c'était le fait qu'il était ministre en chef au Gujarat au moment d'émeutes où il y a eu, alors selon les estimations, entre 1000 et 2000 morts, principalement des musulmans. Et il a au mieux laissé faire, au pire participé à ces émeutes. Qu'est-ce qui a changé sous le règne de Narendra Modi ces 5 dernières années en Inde ? Le climat politique. Alors, les violences, les tensions et les violences anti-musulmanes ne sont pas apparues avec Narendra Modi, mais elles sont devenues presque légitimes. Narendra Modi a clairement donné le message à tous les militants nationalistes hindous qui font partie de groupuscules indépendants du BJP, mais de très nombreux groupuscules qui gravitent autour de l'organisation mère qui s'appelle RSS, qu'ils laissaient faire. Donc ils ont attaqué des musulmans qui étaient supposés amener des vaches à l'abattoir ou supposés simplement avoir du bœuf chez eux. Ils ont également opposé des musulmans attaquer des musulmans contre ce qu'ils appellent le love djihad, donc qui convertiraient des femmes hindoues pour les épouser. Il y a eu de nombreuses attaques de ce type-là. Il y a eu également de nombreuses attaques contre la presse, contre des journalistes. En 2014, je n'ai pas les chiffres plus récents, mais en 2014, 18 journalistes auraient été tués, même en pleine rue. Alors, ce n'est pas forcément le fait du BJP, mais on voit quand même la violence contre tous les opposants. Contre les opposants, vous avez cité la minorité musulmane, mais aussi contre la minorité chrétienne. Oui, aussi contre la minorité chrétienne. L'archevêque de Delhi, d'ailleurs, a publié une lettre en 2018 afin d'attirer l'attention sur les violences auxquelles étaient soumis les chrétiens en Inde et sur la situation de peur et de tension dans laquelle ils vivaient depuis que Narendra Modi est au pouvoir. Est-ce que Modi marque une rupture avec les fondements du système indien, né au moment de l'indépendance, multiconfessionnalisme, sécularisme ? Oui, Narendra Modi marque une rupture entre les valeurs promues d'abord par le Mahatma Gandhi, puis par Nehru et par la Constitution indienne, donc les valeurs d'égalité, les valeurs, cette valeur qui est très souvent mise en avant en Inde, qui était très souvent mise en avant en Inde, d'unité dans la diversité, qui sont vraiment les valeurs des pères de la Constitution et les valeurs de la lutte pour l'indépendance. Narendra Modi met en avant la majorité hindoue contre les minorités qui deviennent
des citoyens de deuxième classe. Alors, il ne leur a pas enlevé le droit de vote, mais il y a des discussions pour enlever la laïcité du préambule de la Constitution indienne, par exemple. Est-ce que vous estimez que la démocratie indienne est en danger? Oui. La démocratie indienne libérale, qui défend l'égalité pour tous et qui défend également ses minorités, est en danger avec un Premier ministre comme Narendra Modi et en particulier avec son deuxième mandat, parce qu'on voit qu'on s'achemine vers quelque chose qui restera une démocratie, mais qui devient illibéral. Alors, avant de poursuivre cet entretien, Sylvie Guichard, on va remettre l'Inde sur la carte géopolitique de cet espace Indo-Pacifique. Cette Inde qui veut devenir la 3e puissance mondiale, mais c'est un géant au pied d'argile, avec ses fractures, ses contradictions. C'est un sujet d'Antoine Silacci, montage Claire Torisson. C'est le pays de tous les superlatifs, mais aussi le pays de toutes les contradictions. L'Inde, un géant d'1,3 milliard d'habitants, désormais considéré comme la 6e économie de la planète. Dynamique, innovante, la société indienne peut apparaître comme conquérante dans de nombreux domaines, services, industrie, mais aussi technologie de pointe, à l'image du secteur spatial où l'Inde affiche clairement ses ambitions. Pour les 75 ans de l'indépendance, ou si possible avant, nous promettons d'envoyer un fils ou une fille de notre pays dans l'espace. Une ambition également militaire lorsque l'Inde annonce avoir abattu un satellite en orbite basse. Jusqu'à présent, 3 pays seulement, les États-Unis, la Russie et la Chine, ont réussi cette prouesse. Côté pile, l'Inde moderne en pleine expansion, mais côté face, le tableau est plus sombre. Si le pays affiche un PIB de 2700 milliards de dollars et une croissance dépassant les 7%, ce taux est insuffisant alors que plus d'1 million d'actifs arrivent chaque mois sur le marché du travail. Les inégalités se creusent et le pays est aussi régulièrement secoué par des tensions religieuses, principalement entre la majorité hindoue et la minorité musulmane. Une fragilité sociale renforcée par un environnement des plus dégradés. Sur les 30 villes les plus polluées de la planète, 22 sont indiennes. Fragile de l'intérieur, l'Inde cherche toutefois à affirmer de plus en plus sa puissance sur la scène internationale. New Delhi mène une diplomatie tous azimuts, refuse de s'enfermer dans des alliances rigides et multiplie les contacts et échanges bilatéraux. Un héritage modernisé de son statut de pays non aligné durant la guerre froide. Militairement, l'Inde peut se targuer sur le papier d'être considérée comme l'une des plus grandes armées du monde. Force nucléaire, effectifs pléthoriques, mais si les dépenses militaires indiennes sont les 4e les plus importantes au monde, elles sont équivalentes à celles de la France, un pays pourtant 20 fois moins peuplé et près de 4 fois inférieure à celle de la Chine. Ambitieuse, l'Inde doit toutefois composer avec un environnement hostile peuplé d'autres géants. Il y a évidemment le frère ennemi pakistanais au nord-ouest, mais c'est bien la superpuissance chinoise qui pose le plus grand défi à New Delhi. Les déséquilibres sont nombreux entre les deux pays, militairement et surtout économiquement. Pékin devance largement son voisin, l'empêchant de s'affirmer totalement sur la scène régionale. Et sur la scène internationale, l'Inde peine également à faire valoir son statut de grande puissance. Si Narendra Modi peut s'inviter au G20, le G7 et le Conseil de sécurité de l'ONU, les 2 clubs les plus sélects de la planète, lui restent pour le moment inaccessibles. Une situation qui laisse l'Inde planer dans un entre-deux géopolitique, puissance ni incontournable ni négligeable, mais dont les prétentions sont aujourd'hui grandissantes. Sylvie Guichard, c'est peut-être une banalité de le dire, mais ce pays est le pays de tous les paradoxes. Les inégalités sont stupéfiantes pour nous, occidentaux. Oui. Alors l'Inde est sans aucun doute un pays de paradoxes si on sait, par exemple, qu'elle est entrée dans le club très fermé des pays destructeurs de satellites d'un côté, mais en parallèle qu'à l'intérieur de ce pays, il y a encore 260 millions de personnes qui sont analphabètes. Pour citer peut-être
ce contraste entre la volonté de devenir une superpuissance et la situation intérieure. 1% des Indiens détiennent 60% de la richesse totale du pays. Il y a un décalage entre villes et campagnes énorme, des villes à la fois qui sont en train d'exploser, un exode rural extrêmement important, mais il y a encore 68% de la population indienne qui vivent dans les campagnes, dont 50% de cette population qui vivent de l'agriculture, d'une agriculture qui a des rendements extrêmement faibles. Alors, il y a deux géants dans cette région du monde, c'est l'Inde et la Chine. Comment est-ce que les Indiens craignent l'hégémonie chinoise? Oui, les Indiens craignent l'hégémonie chinoise. La Chine est un partenaire commercial fondamental de l'Inde. L'Inde a besoin de la Chine. L'Inde a besoin de la Chine. Et elle désire également jouer le rôle de contrepoids, d'équilibrage de la puissance chinoise en Asie. Pour ça, elle s'est rapprochée des États-Unis. Les États-Unis voient l'Inde ou voient le contrepoids que peut faire l'Inde d'un bon œil par rapport à la Chine. Et l'Inde a cette relation de ce fait-là et cette relation très ambivalente avec la Chine, où à la fois sur le plan économique, elle en a besoin, elle pousse ses relations économiques avec la Chine, mais sur le plan stratégique, rappelons peut-être qu'elle a encore un conflit de frontières ouverte concernant l'État d'Arunachal Pradesh. Et sur le plan stratégique, il y a de nombreuses tensions entre l'Inde et la Chine, notamment, bien sûr, parce que la Chine est l'allié de longue date du Pakistan, allié stratégique et commercial. C'est comme cela qu'il faut comprendre la politique extérieure de l'Inde qui semble un peu partir tous azimuts. L'Inde a des relations avec l'Iran, mais elle a aussi des relations avec les pétromonarchies du Golfe. Elle reçoit très amicalement M. Netanyahou, l'Israélien Netanyahou, mais a des contacts avec l'autorité palestinienne. Alors, Narendra Modi a été extrêmement actif sur la scène internationale à partir du moment où il a été élu en 2014. Il va sans aucun doute le rester et il veut présenter l'Inde, projeter l'Inde comme une grande puissance, peut-être encore en devenir, mais il veut faire entrer l'Inde dans le groupe des grandes puissances. Et pour cela, il veut rester autonome et s'allier selon les avantages que cela va représenter pour son pays. À l'époque de la guerre froide, l'Inde était un État leader des États, des non-alignés. Est-ce qu'on pourrait dire que la politique extérieure de l'Inde se prolonge par rapport à cette époque? Elle se prolonge dans son non-alignement, dans l'idée de ne pas s'allier de manière unique avec un État. Par contre, la volonté n'est plus du tout la même, parce que la volonté du non-alignement était de rester à l'extérieur, de protéger un pays relativement faible de la force des autres grandes puissances, alors que maintenant la volonté du non-alignement est de pouvoir bénéficier des avantages que représentent les différentes alliances. Merci Sylvie Guichard. Merci. Merci pour vos éclairages. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Nous avons évoqué le conflit qui oppose l'Inde et le Pakistan. Pour en comprendre les origines, il faut remonter à l'époque de la décolonisation britannique. Les deux pays se disputent la région du Cachemire depuis 1947, un conflit sans fin. Et c'est notre rubrique Mais encore, préparée pour vous par Kevin Gertsch. On l'appelle parfois la guerre des cimes. À 6000 mètres d'altitude sur les contreforts de l'Himalaya, les troupes indiennes font face aux positions de l'armée pakistanaise. L'enjeu, ici sur le glacier de Siachen, c'est la question du Cachemire. Le conflit perdure depuis 70 ans. Il a généré 3 guerres entre l'Inde et le Pakistan. En février dernier, on a frôlé une nouvelle escalade après un attentat qui a tué 41 paramilitaires indiens, attaque revendiquée par un groupe islamiste pakistanais. En représailles, l'Inde a envoyé ses avions bombarder l'un de leurs camps d'entraînement dans le nord du Pakistan. Le moment est venu pour l'Inde d'attendre notre riposte. Celle-ci interviendra à l'heure et à l'endroit de notre choix. La riposte n'a pas attendu. Un jour après cette mise en garde, les forces aériennes du Pakistan abattaient 2 avions de chasse indiens qui étaient entrés dans leur espace aérien. Pour comprendre la rivalité entre l'Inde et le Pakistan, il faut remonter en 1947. L'Empire des Indes devient indépendant. L'ancienne colonie britannique est alors divisée en 2. Les régions à majorité hindoue forment la République de l'Inde. Les régions à majorité musulmane sont regroupées au sein du Pakistan.
Sa partie orientale deviendra plus tard un État indépendant, le Bangladesh. La partition de cet immense empire entraîne de gigantesques mouvements de population et des massacres intercommunautaires. 15 millions d'hindous et de musulmans sont déplacés. On dénombrera plus d'1 million de morts. Le Cachemire, resté indépendant, cristallise les rivalités entre les deux puissances. Le Pakistan revendique l'État princier à majorité musulmane, mais le Maharaja hindou qui dirige le Cachemire demande à l'armée indienne d'intervenir. C'est le point de départ de la première guerre indo-pakistanaise en 1947. Un cessez-le-feu est signé sous l'égide de l'ONU 2 ans plus tard. Le Cachemire est alors partagé en deux par 7 lignes de contrôle en bleu, avec la partie indienne et la partie pakistanaise. Mais aucune frontière officielle, et c'est toujours le cas aujourd'hui dans cette zone soumise à des violences depuis 70 ans. Les violences entre les communautés ethniques, religieuses ont marqué et marquent toujours l'histoire de l'Inde. En octobre 1984, la première ministre Indira Gandhi tombait sous les balles de ses gardes du corps. La télévision suisse romande, c'est ainsi que nous nous appelions à l'époque, avait retransmis en direct durant plus de 3 heures la cérémonie des funérailles. C'est notre rubrique ce jour-là. Il faut ajouter, par rapport à ces images très poignantes qui se déroulent actuellement sous vos yeux, que ce matin encore, on ignorait, en tout cas nous les journalistes, ignorions quelles seraient les dernières volontés de Madame Gandhi concernant ses cendres. Il faut rappeler que les cendres du Mahatma Gandhi avaient été dispersées au confluent de 3 rivières, le Gange, le Juma et le Saravas. La cérémonie funéraire a lieu le 3 novembre 1984. Ce jour-là, plus d'1 million de personnes assistent aux obsèques nationales de la première ministre indienne. Parmi eux, de nombreux chefs d'État. Le 31 octobre, Indira Gandhi tombe dans le piège que lui tendent ses gardes du corps sikhs. Criblée de balles, elle décède quelques heures plus tard à l'hôpital. Le bois de santal, qui est symbole de pureté, et permettra à son âme de quitter son corps. Même si je meurs au service du pays, j'en serai fier. Chaque goutte de mon sang, j'en suis sûr, contribuera à la croissance de l'Inde. Ces paroles, Indira Gandhi les a prononcées la veille même de son assassinat, alors que la tension entre les hindous et la communauté sikh était à son paroxysme. Et alors, vous voyez que c'est Rajiv Gandhi qui fait les rites, et ça c'est un point très important de la tradition hindoue, c'est le fils qui doit faire les rites funéraires. Et cet élément a une importance très importante sur toute la vie des Indiens. C'est une des raisons pour lesquelles une famille hindoue doit avoir au moins un fils pour les rites funéraires. L'assassinat d'Indira Gandhi va provoquer de violentes émeutes dans toute l'Inde. Plusieurs milliers de Sikhs seront victimes de la vengeance populaire. Rajiv Gandhi succédera à sa mère à la tête du pays et à son tour, 7 ans plus tard, il sera, lui aussi, assassiné. Parmi les sources qui nous ont aidés à préparer cette émission, l'article de notre invité, Sylvie Guichard, Indian Populism, paru en 2017 dans la revue Books and Ideas. Sur Radio France Internationale, c'était le 9 mai dernier, le défi gigantesque de l'emploi, comment intégrer le million de jeunes qui arrivent chaque mois sur le marché du travail, le décryptage de Christophe Jaffrelot. S'il y a 5% de croissance en Inde, ça ne peut pas suffire à générer suffisamment d'emplois du fait de la croissance démographique qu'on vient d'évoquer, du fait de l'automatisation croissante aussi de toutes les fonctions, et pas seulement dans l'industrie, aussi dans les services. Mais évidemment, dans un pays qui a une telle démographie, c'est d'autant plus problématique. Christophe Jaffrelot a également publié L'Inde de Modi, National Populisme et Démocratie ethnique. L'ouvrage vient de paraître aux éditions Fayard. Enfin, à voir ou à revoir un documentaire diffusé sur Arte, Inde, le business de la vache sacrée. Comment, pour les ultranationalistes hindous, la vache est devenue un instrument politique, un instrument de haine contre les musulmans. Voici un bref extrait de cet excellent reportage. Pour 1 milliard d'hindous, la vache était sacrée.
Elle est aujourd'hui devenue un animal politique. Depuis son arrivée au pouvoir il y a 4 ans, le gouvernement nationaliste hindou en a fait un symbole pour flatter l'électorat rural. L'interdiction d'abattre des vaches est inscrite dans la loi de 22 États sur 29. Certains ont récemment durci leur législation, prévoyant jusqu'à la prison à perpétuité pour ceux qui auraient l'idée de tuer une vache. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine dans Géopolitis. Salutations à vous qui nous suivez à Bruxelles ou à Calcutta grâce à TV5 Monde. Cette émission, comme toutes les autres, toutes les précédentes, est à retrouver sur notre site. Vous pouvez aussi nous podcaster. Passez tous une excellente semaine. À bientôt.